Je suis le docteur Boli Diop. Je suis médecin du travail, en plus médecin spécialiste en santé publique. Et je suis le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES. Peut-on avoir une idée de votre cursus professionnel et syndical? Ça peut être très simple, mais aussi complexe. Mais on va simplifier les choses. Donc, comme tout bon Sénégalais, on a eu à faire notre cursus primaire au niveau de l'école de mon village qui est Wakam. Donc, au niveau de l'école, c'était Kassor à Segna, où on a eu à faire du CI jusqu'au CM2. Ensuite, après l'obtention de l'entrée en 6e et du certificat, on nous a affectés au CM à Béarn-Fridoile, donc ex-Kléber. C'est là aussi on a fait nos études de la 6e secondaire à la 3e. Et après l'obtention du BFM, on a été orienté au niveau du lycée Blaise Diagne, où on a fait aussi là-bas nos classes de la seconde à la terminale. Et c'est en 1994 qu'on a eu notre bac et qu'on a choisi de faire les études médicales au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie. Donc on est sorti avec notre doctorat en 2004. Donc depuis 2004, on a été fonctionnaire respectivement dans la région de Diourbel, précisément au niveau de l'hôpital Madou Fonctionnaire de Touba, et ensuite au niveau de Mbacké, où on a occupé le poste de médecin-chef adjoint de district. Donc de là-bas, nous sommes partis au niveau de Tambacounda, donc dans le département de Koupentoum, pour occuper le poste de médecin-chef de district au niveau de Koupentoum. C'est de Koupentoum que nous sommes retournés à Kaolack, au niveau du centre du Sénégal, pour être médecin-chef du bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire c'est le médecin qui s'occupe au niveau de la région de tout ce qui est vaccination et tout ce qui est surveillance épidémiologique. Donc c'est en 2014 que nous sommes revenus, n'est-ce pas, à Dakar, 10 ans après, pour être au niveau de la direction de la prévention. Donc c'est cette direction qui gère en même temps la vaccination et la surveillance. Et c'est qu'au mois de juin 2017, où on a été nommé chef de la division surveillance épidémiologique et riposte vaccinale. Donc parallèlement à ce cursus de fonctionnaire, depuis la région de Diourbel, plus précisément au niveau de Touba, que nous avons commencé à mener des activités syndicales, parce que c'est le contexte qui s'y prêtait. Vous le savez, après de longues études médicales, on pensait que tout médecin qui sortait allait être en tout cas déchargé des problèmes du quotidien. Notre surprise a été grande quand on a vu notre bulletin de salaire pour la première fois et on a dit est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur. Mais après ce questionnement, on a transformé en tout cas cet état d'anxiété, n'est-ce pas, en un défi. Le défi c'était de quoi? C'était de militer dans le syndicalisme pour essayer d'améliorer les conditions des médecins et les conditions de vie des médecins. Parce qu'on s'est dit il ne faut pas que nos cadets qui viennent dans la profession, qui sont recrutés, se posent les mêmes questions que nous. Donc voilà en tout cas les raisons de mon militantisme dans le syndicalisme. Au niveau de la région de Diourbel, on a occupé des postes au niveau du syndicat. La même chose quand on aussi était allé à Tamba. On a occupé le poste de secrétaire au niveau de la zone de Tamba du syndicat. C'est de retour à Dakar, n'est-ce pas, lors du congrès de mars 2015, que les camarades m'ont fait confiance et m'ont élu secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Parlez-nous de l'histoire du SAMES. L'histoire du SAMES s'inscrit dans l'histoire syndicale sénégalaise, parce que le SAMES a été porté sur les fonds baptismaux en 1992, lors de l'AG constitutif qui a été tenu au niveau de Mbour à Saly par nos aînés, n'est-ce pas? Et le premier secrétaire général fut le camarade Guindo. Donc depuis 1992, le syndicat était né et ensuite est entré en léthargie. Donc c'est jusqu'en 2004 que par rapport à cette nouvelle vague de jeunes médecins qu'on a dû réfléchir pour voir comment allons-nous faire pour défendre nos intérêts. Donc après des discussions
Est-ce qu'il fallait créer une amicale? Est-ce qu'il fallait créer un syndicat? Donc c'est de fil en aiguille que nos aînés nous ont dit que bon, il y avait un syndicat qui était là, le syndicat des médecins, mais qui n'était pas vraiment en dynamique. Et c'est lors, en tout cas, du congrès de redynamisation du SAMES qui était tenu au niveau de Yoff en 2005 qu'on a réaffirmé le camarade secrétaire général, Dr Marie-Khemesse Ngom, à la tête du syndicat. Donc elle a eu à gérer le syndicat jusqu'en 2012, n'est-ce pas? Date à laquelle, au niveau du congrès de 2012, un autre camarade a été porté à la tête du syndicat et Dr Mbaye Pay a géré le syndicat jusqu'au congrès de renouvellement de 2015. Pour dire que les gens avaient pensé, en tout cas, défendre nos intérêts, mais le problème c'était l'animation et du syndicat. Donc c'est depuis 2005, n'est-ce pas, que le SAMES, n'est-ce pas, a commencé à revivre avec le dépôt d'une plateforme revendicative et l'ouverture de négociations en 2005, ce qui a conduit à la signature de protocole d'accord en 2006. Donc après cela, il y a eu des acquis et aussi on avait déposé une autre plateforme revendicative qui a conduit à des négociations, n'est-ce pas, et la signature des accords en 2014. Donc voilà un peu l'histoire du SAMES. Donc depuis le début, on a eu à connaître 4 secrétaires généraux sur le 5e secrétaire général. Vous voyez un syndicat jeune apparemment, mais ça aussi c'est ce qui fait la différence du SAMES. Donc nos instances sont régulièrement renouvelées à date échue et que aussi comme vous le voyez, c'est un syndicalisme en tout cas de développement parce que les secrétaires généraux qui sont là avec les bureaux passent un certain temps, règlent les choses, mais aussi continuent à travailler. Le médecin, par essence, ne veut pas être un syndicaliste professionnel. Donc, il le fait pendant un certain temps. Après, il va, n'est-ce pas, retourner, n'est-ce pas, à gérer les malades ou bien à gérer la santé des populations. Depuis quelques années, nous assistons à une présence assez marquée du SAMES sur l'échiquier syndical national. Qu'est-ce qui explique ce dynamisme? Ce dynamisme peut être expliqué par plusieurs raisons. La première raison, c'est que le bureau, comme on l'a dit depuis le renouvellement du SAMES en 2005, c'est la première fois que le bureau a été composé de médecins jeunes. Quand je dis jeunes entre guillemets, c'est des médecins qui n'ont pas duré dans le système et c'est des médecins qui ont eu à faire leur cursus au niveau du terrain, qui ont eu en tout cas à faire face aux difficultés de la profession et qui ont dit que pour une meilleure santé des populations, il faut d'abord que ceux qui travaillent dans le secteur, les arts, en tout cas les artistes de la profession puissent être bien rémunérés et être à l'aise dans leur fonction. Ce qui a fait que vraiment on s'est battu avec corps et âme pour essayer de relever ce défi. L'autre avantage aussi, c'est comme je l'ai dit, c'est des médecins qui ont une certaine expertise dans leur domaine et qui ont mis à profit cette expertise pour élaborer des stratégies. Parce qu'encore une fois, le syndicalisme n'est pas un pilotage à vue. On a devant nous un gouvernement avec ses cadres qui réfléchissent. Nous aussi, on a mis en place des stratégies, n'est-ce pas, pour essayer d'amener le gouvernement à améliorer les conditions de vie des médecins. Et parmi ces stratégies, si vous le voyez bien, depuis 2015, le SAMES a eu à élaborer beaucoup de documents pour proposer des solutions d'avancement pour le système. C'est ainsi qu'on a fait des ateliers, on a réfléchi sur comment intégrer les jeunes médecins spécialistes dans la fonction publique pour qu'au niveau le plus périphérique du Sénégal, qu'on puisse avoir des médecins. Donc c'est un atelier de réflexion. Un document a été produit et partagé avec l'autorité. On a encore réfléchi sur l'acte 3 de la décentralisation et le système de santé. Et là aussi, un document a été produit et partagé avec l'autorité pour que, en tout cas, le secteur de la santé ne puisse pas être en retard par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. À côté aussi, on a jugé nécessaire de faire en sorte pour que
nos conditions d'exercice et de vie puissent être améliorées. Vous voyez, quand on a fait le plaidoyer pour notre plateforme revendicative avec l'accord qui a été signé, il était question qu'au niveau des structures sanitaires, je ne dirais pas Dakar, mais les structures sanitaires qui sont au niveau des régions, que le parcours technique puisse être amélioré, mais aussi que le personnel technique puisse être disponible. Aujourd'hui, vous allez dans les régions les plus éloignées, je veux citer Matam, je veux citer Saint-Louis, Ziguinchor, vous y trouvez des scanners. Ce n'est pas le bon vouloir du gouvernement, mais quand même, les syndicats ont eu à mettre la pression pour que ces équipements puissent être disponibles. Vous allez dans ces régions, et ça commence à se développer, vous allez avoir des spécialistes au niveau de ces régions. Tout ça aussi, c'est des combats. On a encore produit aussi des documents pour montrer, n'est-ce pas, les conditions difficiles des médecins eu égard à leur cursus. Et on a fait des études comparatives entre ce que gagne un médecin au niveau Sénégal et ce que gagnent d'autres corps qui sont dans la fonction publique, des corps qui sont moins, en tout cas, gradés que les médecins. Et des documents aussi ont été produits à l'attention de l'autorité suprême, le président de la République, pour en tout cas décrire, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles les médecins, au lieu d'être découragés, travaillent. Parce qu'on le rappelle, il y a des conditions extrêmement dures de travail quand on est dans certaines régions comme Tamba, comme Kédougou, comme Matam, où toutes les conditions ne sont pas réunies, mais malgré ça, les gens continuent à travailler, à croire au système. En général, l'alternance est un mot inconnu dans le langage syndical. Or, votre syndicat est l'un des rares où se note un changement de direction, sans tambour ni dissension. Est-ce le fruit d'un ancrage démocratique? Effectivement, c'est la démocratie en quelque sorte, mais aussi c'est le fait que le médecin exerce un art. Il ne peut pas, après 7 ans d'études pour être médecin généraliste, plus 4 ans à 8 ans pour être spécialiste, mettre de côté tout ça et se consacrer uniquement au syndicalisme. Le syndicalisme de médecin s'y consacre pour un moment donné de sa vie, mais ce n'est pas une finalité. C'est pour cela, comme on l'a dit, vous voyez que de façon normale, le renouvellement des instances se fait. Et c'est ça aussi l'une des forces du SAMES. Les secrétaires généraux ne durent pas à la tête du syndicalisme. Maintenant, comme on l'a dit, chaque secrétaire général qui vient, avec son équipe, essaye de bâtir quelque chose, d'avoir des acquis, et que ainsi de suite, le syndicalisme, le SAMES en tout cas, progresse. Comment est structurée votre organisation? Sur le plan national aussi, le SAMES est très bien structuré. Et on est présent sur les 14 régions, sous forme de zones. Parce qu'au niveau du terrain, le syndicat est organisé en zones. Quand on dit une zone, c'est une entité géographique qui regroupe les membres du SAMES appartenant soit à une région, soit à des différentes régions. Je donne un exemple. Le SAMES connaît 7 zones. La première zone, c'est la zone de Dakar. Du fait de la démographie médicale à Dakar, la région de Dakar a été considérée comme une zone. La zone de Matam, du fait de la géographie, de l'étendue de la région de Matam, Matam est une zone. Mais pour les autres régions, on a essayé de regrouper des régions en zones. Quand on voit la zone nord est composée des régions de Saint-Louis et de Louga. La zone centre, et Thiès aussi, est une zone à part, du fait de la démographie médicale. La zone centre est constituée de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. La zone est est constituée des régions de Tambacounda et de Kédougou, et la zone sud est constituée des 3 régions naturelles de la Casamance que sont Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Voilà sur le plan maillage du territoire comment est organisé le syndicat. Maintenant, au niveau de chaque zone, il y a un bureau de zone et chaque zone est découpée en sections. Je donne un exemple. Au niveau de la zone centre que constituent les 4 régions du bassin arachidier, à savoir Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine, chaque région constitue une section. Et au niveau de chaque section, il y a des sous-sections.
Donc la sous-section est l'entité la plus périphérique par rapport à l'organisation du semestre. À côté de cette organisation du terrain, il y a ce qu'on appelle l'organisation des instances. Au niveau du semestre, il y a ce qu'on appelle le bureau exécutif national. C'est ce bureau exécutif national qui est élu lors du congrès, qui est en charge de la vie du syndicat au quotidien, avec à la tête le secrétaire général. À côté de ce bureau exécutif national, qui compte 23 membres et qui se réunit chaque mois, il y a ce qu'on appelle le comité exécutif national. Alors, ce comité aussi est mis en place lors du congrès et il y a toutes les zones qui sont représentées. Et entre deux congrès, c'est le comité exécutif qui est l'instance de prise de décision. Et ce comité se réunit tous les 6 mois. Et c'est lors de ces réunions de comité que l'on débat sur des questions stratégiques et des propositions de solutions face à des problèmes du système de santé. À part ce comité exécutif national, il y a ce qu'on appelle maintenant l'Assemblée générale, vraiment qui est l'organe suprême. Et c'est au cours de l'Assemblée générale que l'on, si on veut changer les textes, et je rappelle, lors du congrès de 2015, le SAMES, n'est-ce pas, a ouvert ses portes aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes. Et c'est là où on a modifié le texte du SAMES pour dire que le SAMES maintenant ne regroupe pas seulement les médecins, mais le SAMES est un syndicat qui regroupe à la fois les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Et c'est simple. Parce que si vous allez dans la fonction publique, il y a le corps des médecins. Et le corps des médecins est constitué par ces différentes entités. Donc tout ce que le SAMES fera comme combat, comme lutte, une fois qu'il y a des acquis, systématiquement, les médecins et les pharmaciens et les chirurgiens dentistes vont bénéficier de ces acquis. Donc pourquoi pas ne pas lutter ensemble? C'est dans ce sens que le SAMES a été, n'est-ce pas, ouvert aux autres catégories que sont les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Qui dit syndicat dit plateforme revendicative. Pouvez-vous nous faire l'économie de vos revendications, les acquis et les encours? Merci, parce que comme on l'a dit, on a signé 2 protocoles d'accord qui découlent d'une plateforme revendicative déposée, ouverture de négociations et protocole d'accord. Le dernier protocole d'accord qu'on a eu à signer avec le gouvernement date du 31 mars 2014. Et sur ce protocole d'accord, il y avait 4 grands points essentiellement. Le premier point concernait ce qu'on appelle le statut du médecin, du pharmacien et du chirurgien dentiste. Et dans ce statut, il y avait différents problèmes. Vous le savez, avec la durée longue des études médicales, pharmaceutiques et des chirurgiens dentistes, on rentre tard dans la fonction publique. Ce qui fait qu'on ne cotise pas suffisamment à la retraite. On avait demandé au gouvernement, que ces médecins, pharmaciens et dentistes qui sont recrutés tard puissent être automatiquement titularisés dans le corps des fonctionnaires. Ça aussi, il y a un recul parce que c'était à 30 ans, maintenant c'est à 35 ans. Et ce n'est pas seulement une mesure qui s'applique aux médecins, mais aussi aux autres fonctionnaires. Après cela, et c'est naturel, on rentre tard, on avait dit aussi que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, allonger l'âge de la retraite des médecins. Vous voyez récemment, lors du discours du 3 avril 2018 du président Macky Sall, il a en tout cas accédé à cette demande et que l'âge du départ à la retraite des médecins est fixé maintenant à 65 ans. Donc on est dans les modalités pratiques, n'est-ce pas, de modification de certains textes pour rendre cela effectif. Ça, c'était le statut du médecin. On a aussi débattu ce qu'on appelle le praticien hospitalier. Parce que, comme on l'a dit, le but d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais aussi, en tant que syndicat de cadre qui évolue dans un secteur sensible, il faut avoir aussi en ligne de mire les conditions de prise en charge des patients. On a dit, comme dans plusieurs hôpitaux de Dakar, vous allez à 13h, 14h, il y a plus de médecins, en tout cas seniors, qui sont là-bas. On avait dit au gouvernement de réfléchir. On avait proposé ce qu'on appelle le corps des praticiens hospitaliers. C'est quoi un praticien hospitalier? C'est un médecin formé qui n'est pas nécessairement un enseignant-chercheur, mais qui va valoriser, n'est-ce pas, ses années d'expérience et de pratique
pour encadrer de jeunes médecins. Donc ce texte, nous avons proposé quelque chose au gouvernement, mais lors des négociations, le gouvernement n'a pas été convaincu sur cela. Donc ce n'est que partie remise, mais nous sommes convaincus que ça se fait dans d'autres pays. Il faut qu'on passe par cela, que le corps des praticiens hospitalisés puisse être créé pour répondre à ce problème. Un autre point concernait ce qu'on appelle les conditions de travail. C'était ça, c'est l'amélioration des plateaux techniques. Quand on dit plateau technique dans le domaine médical, c'est à la fois l'imagerie médicale, mais aussi tout ce qui est laboratoire pour affiner le diagnostic et affiner aussi la prise en charge des patients. Et là, je pense que le gouvernement nous avait répondu que naturellement, c'est son job de faire en sorte que les plateaux techniques puissent être relevés. Mais nous, on dit on ne va pas rester sur les paroles. Il faut traduire ça en actes. Vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup d'hôpitaux, on a mis en place ce qu'on appelle les SAU, les services d'accueil des urgences. Là aussi, c'était une demande forte du syndicat. Parce que dans un système de santé, ce qui fait en tout cas que les populations ne soient pas à l'aise avec le gouvernement, c'est que les urgences ne sont pas bien prises en charge. Et quand on avait fait le diagnostic, dans beaucoup de structures hospitalières, il n'y avait pas ces services d'accueil des urgences. Je pense que le gouvernement aussi est en train de faire des efforts sous la pression des syndicats par rapport à cet aspect. Un troisième point important, c'était le système de rémunération, comme on l'a dit. Et sur ce point, le gouvernement, en 2014, avait renvoyé tous les syndicats à leur fameuse étude sur le système de rémunération. Mais nous, en tant que syndicats, on avait dit, par rapport à nos conditions de vie et par rapport à notre traitement salarial, on ne pouvait pas accepter que le gouvernement, en tout cas, nous renvoie à cette étude. On avait fait en sorte que dans le protocole d'accord signé par le gouvernement, que le gouvernement s'engage à régler le problème du salaire des médecins au plus tard en fin mars 2015. Ce que le gouvernement n'a pas fait, mais du fait des pressions énormes exercées, le gouvernement a accédé à cela. Le décret qui octroie une nouvelle indemnité aux médecins a été signé au 1er août 2018. Vaut mieux tard que jamais. Parce que pour nous, c'était important, avant qu'on aille défricher de façon claire le système de rémunération qui est en cours. Parce qu'en fin août, du 29 au 31, le gouvernement a convié l'ensemble des syndicats pour faire des propositions par rapport au système de rémunération. Si on vous le dit, vous n'allez pas nous croire, mais là, au niveau de la santé, plus particulièrement au niveau des médecins, il n'y a pas une indemnité liée à la fonction. Ça veut dire quoi? Le jeune médecin qu'on vient d'être recruté, avec celui qui a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, qui occupe des fonctions, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une indemnité de fonction liée, n'est-ce pas, à notre pratique. Et ça, c'est des aberrations. Vous êtes dans d'autres secteurs, ça se fait. Encore une autre aberration que les gens n'y croient même pas quand on leur dit ça. Vous prenez un médecin, j'ai fait plus de 15 ans de pratique, je suis un responsable au niveau national, il n'y a aucune indemnité de logement. Ça, vous dites ça, lors des négociations ou des suivis des accords avec les députés, on a parlé, mais les gens disent que ce n'était pas possible. Il a fallu montrer nos bulletins pour que les gens sachent que ce que nous disons, c'est la vérité. Ce sont ces aberrations qu'on veut que le gouvernement corrige. Et comme on l'a dit, le médecin ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, mais il demande qu'on puisse le rétablir dans ses droits par rapport aux autres corps au niveau de la fonction publique. Vous prenez tous les corps de la fonction publique qui sont au niveau de la hiérarchie. Je rappelle, le médecin dans la classification au niveau de la fonction publique, on est hiérarchie A spéciale. Ça veut dire qu'on est la hiérarchie la plus élevée dans la fonction publique. Alors que d'autres corps qui sont moins gradés que nous peuvent nous payer 2 à 3 fois. Et nous, ce sont ces aberrations que nous voulons que le gouvernement puisse corriger. C'est pour ça qu'on a dit par rapport au système de rémunération, c'est sûr que, quelles que soient en tout cas les conclusions qui seront en tout cas sorties, que par rapport au secteur de la santé, et plus particulièrement au corps des médecins pharmaciens dentistes, le gouvernement doit et impérativement faire quelque chose pour retenir les médecins. Parce qu'on est en train d'assister à cela.
Aujourd'hui, de façon récurrente, les médecins quittent la fonction publique, les médecins quittent même le pays pour s'engager à l'étranger dans ce qu'on appelle les CICR, dans Médecins sans frontières, parce que le système de rémunération ici n'est pas bon. Et enfin, le quatrième grand point de notre protocole d'accord que le gouvernement avait signé, du fait qu'il n'y a pas d'indemnité de logement pour les médecins, le gouvernement avait promis d'octroyer des terrains à travers la coopérative des médecins. Donc là aussi, des pas ont été faits, parce qu'au niveau de la zone de Thiès, dans la ZAC de Nguent, des parcelles ont été octroyées, mais au départ, ce n'était pas ce que le gouvernement avait dit. Le gouvernement avait dit au niveau de Diamniadio, il avait octroyé des terrains au SAMES. Mais comme on a vu Diamniadio, avec le sol, sa typographie, on a vu que c'était difficile de construire là-bas. Il n'y a que les développeurs qui peuvent, n'est-ce pas, construire et avoir une rentabilité. Donc on a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand même, et le gouvernement avait signé avec le Premier ministre et avait pris l'engagement d'octroyer au SAMES dans chaque ZAC au niveau du pays des parcelles. Donc au niveau des ZAC de Richard Toll, au niveau des ZAC de Kaolack, de Diourbel, aussi au niveau des ZAC au niveau du pôle urbain du Lac Rose. Et ça, le gouvernement, lors des dernières négociations, avait aussi identifié pour le SAMES 200 parcelles de 200 mètres carrés. Et là, jusqu'à présent, on attend de façon effective que le gouvernement puisse, en tout cas, de façon globale, si on voit, avec le protocole d'accord qui a été signé en 2014, on voit que sur l'ensemble des points, le gouvernement a eu à faire des efforts. Parce que là aussi, le SAMES a été clair dans ses points et dans les discussions. Aujourd'hui, ce qu'on attend pour qu'il soit effectivement matérialisé, c'est la modification des textes pour l'âge de la retraite, qui va être effective avant la fin de l'année, mais aussi que par rapport au pôle urbain de Lac Rose, que le gouvernement, en tout cas, puisse céder ses parcelles au terrain, et que certains dossiers qui traînent au niveau des finances, notamment pour les prêts équipements et pour aussi l'indemnité pour les DMC et les prêts équipements, que le gouvernement puisse être rapide dans le traitement des dossiers. Et je ne l'ai pas dit, mais il faut le signaler. Aussi, le gouvernement a accepté d'octroyer aux jeunes médecins pharmaciens qui ont été recrutés un prêt équipement, comme ça se fait dans l'administration, n'est-ce pas, pour leur permettre de s'installer et d'acquérir des équipements pour démarrer leur profession. En tant que secrétaire général national, quel bilan d'étape faites-vous? Quelles sont vos prochaines étapes et perspectives? Le bilan d'étape que nous allons faire va recouper, n'est-ce pas, les points qui ont été retenus lors de la signature du protocole d'accord. Donc sur ce, on peut dire que les efforts, en tout cas, ont payé, parce que dans les stratégies, il a été un moment question que le SAMES s'allie avec d'autres syndicats du secteur. On avait créé ce qu'on appelle les 2 SAU, qui est une entité fonctionnelle, qui a regroupé l'ensemble des syndicats du secteur pour à un moment donné lutter. Maintenant, comme on a dit aujourd'hui que sur le point de vue conditions de travail, il y a des améliorations, conditions de vie, il y a des améliorations. Maintenant, il faut au niveau en interne. Et ça, c'est les perspectives du semestre. C'est la bonne gouvernance, c'est la gestion démocratique au niveau du ministère de la Santé. Parce que, comme on le dit, les médecins est un fonctionnaire de la hiérarchie spéciale. Et on a vu que par rapport aux nominations, par rapport aux mutations, les critères ne sont pas encore bien définis. Il est vrai qu'on travaille sur des critères de façon informelle, mais aujourd'hui, il faut aller vers la formalisation par rapport au recrutement, qu'on soit transparent, parce que nous sortons tous de la même faculté ou des écoles qui forment des médecins avec des critères de classification, d'excellence et de mérite et d'ancienneté. Sur cette base, si le gouvernement doit recruter, il doit respecter un certain nombre de critères publics. Mais ceux qui veulent être dans la fonction publique, que le recrutement puisse se baser sur des critères vraiment transparents, d'ancienneté et de performance. Et aussi de service rendu à la nation. Parce qu'il y a des jeunes médecins qui, après avoir fini leur étude, ne restent pas à Dakar.
ils vont à l'intérieur du pays, acceptent de travailler dans des conditions difficiles. Ces gens-là doivent être priorisés quand on doit faire des recrutements. Et même après le recrutement, la mutation et l'affectation des médecins, ça aussi, doivent être bâtis sur des critères vraiment transparents et démocratiques. Parce que, comme on l'a dit, au niveau des médecins, les gens bougent de façon périodique. Mais le plus souvent, on ne sait pas sur quels critères. Vous avez des connaissances, vous avez des affinités avec ceux qui prennent des décisions, vous passez. Vous n'avez pas des connaissances, des affinités, vos dossiers traînent. Et c'est les futurs combats du SAMES au sein du ministère de la Santé que la gestion du personnel, notamment pour les médecins, puisse être vraiment transparente, rigoureuse, pour qu'on puisse avoir le meilleur, n'est-ce pas, qui puisse sortir du médecin. En tant que secrétaire général national de ce grand syndicat de la santé, quelle est votre vision de la santé? Notre vision de la santé est une vision holistique. On ne peut pas parler de la santé sans pour autant se projeter sur la population. Et qui dit une vision de la santé, pour nous, c'est une santé qui doit être promotionnelle, parce que c'est important. Si on court derrière la maladie, c'est parce qu'on a perdu notre état de santé. Et comme le ministère de la Santé est un ministère de la santé et non pas de la maladie, je pense qu'il est important que l'on puisse travailler sur la promotion de la santé, sur la prévention de la santé. On ne va pas oublier les maladies. Et je pense que la majeure partie, la plupart de l'investissement en termes de santé doit être orienté vers la promotion de la santé et la prévention. Ce que j'appelle la promotion de la santé, c'est quoi? C'est toutes les activités, toutes les stratégies qui doivent faire que la santé, qui est comme un capital, puisse être préservée. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la transition épidémiologique. On ne voit plus les maladies jadis meurtrières, infectieuses, comme la poliomyélite, comme la rougeole. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les maladies chroniques liées à nos modes de vie, liées à nos modes de travail. Aujourd'hui, si on n'a pas compris, il faut aller au-delà du secteur pour préserver la santé des populations, on n'aura pas compris. Il faudra, au niveau de l'environnement, qu'on puisse trouver des mesures d'atténuation et non pas des mesures d'adaptation pour que la santé et l'environnement, que l'interface homme-animal, qu'il n'y ait pas beaucoup de maladies qui puissent naître par rapport à ça. Donc pour nous, en tant que syndicalistes, en tant qu'acteurs du système, il faudra orienter les ressources vers ces activités de promotion et que le gouvernement puisse comprendre que la santé est un enjeu stratégique de développement. Aujourd'hui, si on parvient à préserver notre santé, on va forcément booster notre économie. Parce qu'une personne saine, en bonne santé, qui est capable de produire quelque chose. Si elle est malade, elle ne produit plus. Si la personne est malade, elle consomme des ressources. Et en plus des activités de promotion, c'est la prévention. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination. Je donne l'exemple. Je l'ai dit, aujourd'hui, on ne voit plus certaines maladies rares, telles que la poliomyélite, telles que la rougeole, la fièvre jaune ou le tétanos, parce que la vaccination a fait ses preuves. Et en matière de santé, et c'est démontré, le meilleur investissement, c'est la vaccination. C'est de faire en sorte que la maladie puisse être ciblée par un vaccin efficace. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cancer du col de l'utérus, qui, s'il survient, vraiment est un drame. Pour la personne qui vit le cancer, est un drame pour la famille. Parce qu'une mère qui meurt jeune à cause du cancer, qui laisse derrière des enfants, c'est un drame pour la famille et pour les enfants. Alors que c'est possible de prévenir ce cancer du col par la vaccination. Donc voilà en tout cas la vision et les grandes en tout cas orientations stratégiques du semestre pour ne pas courir derrière la maladie. Certes, on va mettre de l'investissement pour gérer la maladie, mais fondamentalement, il faut qu'on puisse agir en amont avant que la maladie ne s'installe. Vous
Vous ne voulez pas seulement comme syndicat de revendication, mais aussi comme force de proposition. Présentement, quelles sont vos propositions majeures sur la politique de santé dans sa globalité et aux besoins dans ses spécificités? De façon globale, aujourd'hui, vous posez la question à la population, est-ce qu'elle est satisfaite de notre système de santé? Elle va vous dire non, de façon globale. Vous posez la même question au gouvernement, il va vous dire non. Vous posez la même question aux prestataires, aux praticiens, il va dire non. Donc il y a un problème réel dans notre secteur. Et ça, si on le nie, on ne va pas progresser. Et c'est important. On avait fait des assises de la santé. Je ne suis pas pour les assises de la santé. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution qu'on va proposer qui n'ait été proposée auparavant. Aujourd'hui, il est question d'être ambitieux, de savoir ce qu'on veut pour mettre en place des stratégies. Je l'ai dit, dépassons le stade où on doit mettre beaucoup d'argent pour gérer la maladie. Faisons la promotion de la santé, faisons la prévention de la santé. Et de façon spécifique, on l'a dit, la formation au niveau du secteur de la santé commence à poser problème. Au début, il n'y avait que des écoles de formation publiques. Aujourd'hui, qu'on a ouvert ces écoles de formation, aussi bien pour les médecins, pharmaciens, dentistes que pour les infirmiers et les sages-femmes, il faut qu'un contrôle puisse être fait au niveau des écoles. Parce qu'encore une fois, le produit qui sort de ces écoles de formation, que ce soit privé ou public, s'il n'y a pas un contrôle régalien de l'État, le produit ne sera pas bon à utiliser. Et on est en train d'assister à cela. Le problème de la déontologie médicale, le problème de la conscience et de l'éthique de la profession, que l'on soit médecin, que l'on soit pharmacien, sage-femme et infirmier. Et là, le gouvernement doit travailler sur ça. En tout cas, nous, syndicats, on est sur cette voie, on est sur cette piste, que les praticiens, les hommes de l'art qui exercent, parce qu'on est dans un secteur sensible. Celui qui vient à l'hôpital, il vient dans une situation désespérée. Il faut qu'il trouve une personne bien formée, capable de l'apaiser, capable de raisonner et capable de régler ses problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voir la face au niveau de la formation, c'est problématique. Aussi, il faut qu'on puisse réguler ce qu'on appelle la pratique privée, le koloban, comme les gens l'appellent. Et ça aussi, si on ne se dit pas la vérité, on ne va pas régler les problèmes. Et ça, c'est à la fois une responsabilité individuelle du praticien, mais une responsabilité globale de l'État qui voit et qui laisse faire. Aujourd'hui, vous allez dans les structures privées, pour des soins, il y a un système qui est mis en place pour détourner les malades. Tout le monde a sa part de responsabilité, mais il faut que chacun joue sa partition. Nous, en tant que syndicat, c'est des actes que nous condamnons et on est prêt à travailler sur ça pour que celui qui vient au niveau d'une structure publique puisse avoir les meilleurs soins. On ne va pas dire à la population de venir à la structure publique. Celui qui a les moyens d'aller dans le privé, il peut y aller. Mais mettons en place un système qui va faire que celui qui a les moyens de se consulter au niveau public le fasse, celui qui a les moyens d'aller dans le privé le fasse. Et qu'aujourd'hui aussi, comme on l'a dit, le problème de la couverture maladie universelle, tant chanté par nos autorités, pose problème. Pose problème dans la réalisation. Et c'est dommage que le pays n'apprend pas de ses erreurs. Le plan Sésame est passé par là, avec un pilotage à vue catastrophique. Et la CMU est en train de reprendre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Allez-y dans les structures, demandez à la population, est-ce que la CMU marche? Je vous dis, quand je vais à l'hôpital, certes, on ne me demande pas le ticket de consultation, mais je sors pour acheter les médicaments. Ce n'est pas la CMU. La CMU, dans le principe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut des soins, puisse avoir accès à ces soins. Les soins, c'est quoi? C'est la consultation, c'est le diagnostic, c'est la délivrance de médicaments et le suivi.
Donc si le package n'est pas, on ne parle pas de CMU, c'est un semblant de CMU. Et là aussi, comme on l'a dit, c'est des problèmes de mise en œuvre qui se posent. Pour faire de la CMU, il fallait faire ce qu'on appelle un diagnostic situationnel. Ça a été fait ou n'a pas fait, mais on a vu que la réalité n'a pas été transcrite. Et c'est ça, c'est un problème que les structures vivent. Vous entendez que les structures n'ont pas été remboursées pendant plus d'1 an. Ça pose problème. Une structure qui fonctionne, qui fait la gratuité, qui n'est pas remboursée pendant plus d'1 an, avec quoi cette structure va vivre. Donc voilà en tout cas les problématiques. Et nous, comme en tout cas syndicat, c'est ce qu'on propose, c'est que si on met en place une politique, que ça ne soit pas... Le politicien peut avoir son idée, mais les praticiens doivent pouvoir l'encadrer. La CMU, dans l'idée, c'est excellent, mais encore une fois, dans la mise en œuvre, c'est vraiment problématique. Quel message lancez-vous? C'est un message à l'égard de la population pour que les gens puissent savoir que le syndicalisme, ce n'est pas de l'opposition entre une partie qui gouverne et des travailleurs. Le syndicalisme, c'est de participer, n'est-ce pas, à l'effort d'amélioration des conditions de vie et de vie de ses membres, mais aussi amélioration, n'est-ce pas, de la prise en charge des populations. Et si les gens comprennent le syndicalisme dans ce sens, on va avancer. Parce que notre outil, nous, praticiens de l'art, c'est les malades. On n'existe pas s'il n'y a pas de malades. On n'existe pas s'il n'y a pas de politiques de prévention et de promotion. Donc, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous revendiquons, c'est dans le sens du bien-être de la population. Et qu'aujourd'hui, tous, nous devons travailler dans le même sens pour offrir des soins de qualité à la population. Plus vous remercie. Merci, madame. Tout le plaisir a été pour nous.